Bonjour à tous. Donc, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce dernier cours de CM que j'ai à vous faire sur la mitochondrie et le peroxysome. C'est un cours qui sera abordé de la manière suivante: mise en évidence et organisation générale de ces organites, la biogénèse de ces organites et quelques pathologies qui s'y rapportent. Nous attaquons car nous avons beaucoup de travail aujourd'hui. En introduction, il est nécessaire de vous rappeler les caractéristiques générales communes de ces deux organites. Il caractérise ces mitochondries, ce peroxysome, les cellules eucaryotes vraies. Et par-delà tout l'organisme comme finalement utilisateur, catalyseur de molécules, et permettant à cet organisme d'être chimiotrophe aérobie. Cette chimiotrophie, aérobie, permet aux voies métaboliques de production d'énergie d'utiliser le dioxygène comme dernier accepteur électronique et de fournir en échange l'ATP. Ce sont des organites intracellulaires, ubiquitaires, dans la cellule eucaryote vraie, donc cellule avec noyau. On les rencontre peu ou pas dans le globule rouge. Ils sont isolés du réticulum endoplasmique, quoique le peroxysome, vous allez voir, en émane, et il est considéré comme étant isolé car il a un potentiel réplicatif qui est dû notamment à l'accumulation de phospholipides et de protéines au niveau de sa membrane. Ils interviennent les deux dans la gestion générale du métabolisme énergétique lié à l'oxygène. Donc ils sont deux organites qui sont extrêmement liés. En ce qui concerne la mitochondrie, elle permet de cataboliser le pyruvate via le glucose. Elle permet aussi de cataboliser les acides aminés qui sont en excès par rapport à ceux nécessaires à la synthèse des protéines. Et elle va donc être capable aussi de les cataboliser. Le surplus d'acides aminés est utilisé comme carburant énergétique par notamment transamination et désamination. Elle va aussi être capable de cataboliser les acides gras à moyenne chaîne, à savoir les acides gras de 2 à 10 carbone qui va la traverser complètement de part en part, les deux membranes de la mitochondrie. Et puis une activation particulière en acyl-CoA pour les acides gras qui vont de 10 à 17 carbone. Les autres acides gras, ceux qui possèdent des carbones qui sont supérieurs à 17, donc de 18 et au-delà de 18, sont gérés par le peroxysome. Ce catabolisme génère des dérivés réactifs de l'oxygène, les ROS ou DRO. ROS en anglais pour Reactive Oxygen Species et DRO pour dérivés réactifs de l'oxygène, qui sont des espèces chimiques extrêmement réactives, oxygénées, telles que les radicaux libres, des ions oxygénés, des peroxydes. Il peut s'agir notamment de l'anion O2-, de l'oxygène singulet O2, ou du peroxyde d'hydrogène, encore de l'anion de l'ozone aussi. Vous avez cette possibilité de production. La mitochondrie et le peroxysome vont être capables donc de dégrader ces espèces, ces ROS, grâce à des enzymes
Pour la mitochondrie, la super oxyde dismutase 1 et 2 et la glutathion peroxydase. La catalase pour les peroxysomes. Et puis des peroxyrédoxines qui sont aussi ubiquitaires et qui sont en lien aussi avec les deux organites. Pour générer finalement donc l'ATP, molécule qui est la molécule reine énergétique, la phosphocréatine qui est aussi une molécule énergétique, l'eau, les molécules hydroxylées, et dans cette intervention, on parle de détoxication, le CO2 et la genèse de la température. Cette genèse de température est dépendante de l'expression de protéines, qui sont des protéines qu'on appelle les protéines découplantes, ou thermogénines, ou encore les protéines UCP, donc uncoupling protein. Et ces protéines, eh bien, qui vont donc être spécifiquement exprimées dans la cellule par le génome nucléaire, vont s'associer aux mitochondries afin de générer plus ou moins de température en association avec la production d'ATP. On discrimine plusieurs types de thermogénines. Notamment, vous trouvez UCP1 expressément exprimé dans le tissu adipeux brun, les graisses brunes. Mais vous avez aussi UCP2 dans les tissus comme ceux qui forment le cerveau, et UCP3 qui est spécifiquement exprimé, quant à elle, dans les muscles squelettiques et les muscles squelettiques cardiaques. Alors, ces généralités communes doivent être complétées par des différences qui sont cette fois différences générales, différences membranaires au niveau donc de ces organites. La mitochondrie est formée par deux membranes, elle est circonscrite par deux membranes, alors que le peroxysome est formé d'une membrane. La biogénèse est différente. Le peroxysome provient différenciation du réticulum endoplasmique granaire, avec une biogénèse qu'on va aborder plus précisément. Et puis pour la mitochondrie, c'est un organite qui est semi-indépendant, qui possède un matériel nucléaire et qui donc, peut se diviser par fission. Et donc proliférer dans la cellule. Néanmoins, les deux sont considérés comme étant des systèmes subcellulaires autoréplicatifs qui possèdent des fonctions propres, notamment pour la mitochondrie, il intervient dans l'induction de l'apoptose. Et pour les peroxysomes, sont des organites qui sont spécialement dirigés aussi. Une de leurs fonctions, c'est la synthèse des plasmalogènes, qui sont des lipides, pardon, qui sont grandes chaînes, qui sont particulièrement fournis dans le système nerveux central. Et bien évidemment, de par leurs différences, elles interviennent, sont la base physiopathologique de pathologies différentes. On définit les mitochondropathies, qui sont les maladies mitochondriales liées à des mutations de l'ADN mitochondrial ou de l'ADN nucléaire,
qui vont coder pour des facteurs mitochondriaux. Et généralement, ces mitochondropathies sont associées à donc des productions insuffisantes d'ATP. Les maladies peroxydoniales sont quant à elles des maladies qui sont exclusivement dues à des mutations de gènes de l'ADN nucléaire. Et donc on va avoir donc des schémas de transmission qui sont surtout des schémas de transmission récessifs autosomiques ou récessifs liés à l'X. Elles vont être caractérisées par l'accumulation de métabolites qui ne peut être dégradée par le peroxysome et qui va donc gêner le fonctionnement de la cellule. Ces métabolites sont principalement des acides gras. Et cette accumulation va entraîner la mort de la cellule. La mise en évidence et l'organisation générale de ces organites se fait en fonction principalement des constituants spécifiques de ces organites, à savoir de la mitochondrie et du peroxysome. Pour la mise en évidence, eh bien, elle est faite principalement grâce et pour la mitochondrie, grâce à ces protéines spécifiques, la présence d'ADN mitochondrial et la présence de lipides particuliers qui sont eux aussi spécifiques de la mitochondrie. Ici, vous avez donc une coupe colorée grâce à coloration qui comprend le... Oui, ça a l'air trivial, mais souvent... c'est les choses les plus simples qui sont les plus mal comprises. En tout cas, cette coloration utilise le vert Janus B. On utilise le vert Janus B qui est oxydé par les ROS et qui va donner une coloration caractéristique bleue au niveau de l'ensemble des mitochondries, qu'on appelle aussi le chondriome d'une cellule d'un tissu. Cette répartition ici en 1 montre la forte concentration du chondriome au niveau du pôle basal de ces cellules, qui sont des cellules du tube proximal, donc du néphron, et notamment grâce à cette observation, on est capable de discerner les tubes proximaux riches en mitochondries, des tubes distaux qui, eux, en contiennent beaucoup moins. Ces mitochondries, au niveau de ces tubes proximaux, interviennent dans la production d'ATP et son utilisation dans la résorption. En deux, vous avez l'observation comparative de tubes distaux. Le peroxysome, quant à lui, est mis en évidence surtout grâce aux enzymes qu'il contient dans sa matrice, donc à l'intérieur du peroxysome, et notamment une enzyme peroxydase, une des peroxydases qui se trouve dans le peroxysome, qui est la catalase. Cette catalase transforme la diaminobenzidine en un produit brun et qui peut notamment mettre en évidence au sein des cellules qui contiennent énormément de peroxysome, à savoir les cellules rénales, les cellules hépatocytaires. Ici vous avez des hépatocytes et vous pouvez ici notamment observer l'accumulation très importante des peroxysomes à l'intérieur du cytoplasme de ces hépatocytes. La coloration ici est monochromique et elle est due uniquement à la transformation de la diaminobenzidine en son produit brun, et les noyaux sont décelables par simplement absence de coloration. L'organisation générale de l'organite, en ce qui concerne la mitochondrie,
mais aussi pour le peroxysome, ne peut se faire qu'en microscopie électronique à transmission, qui est la seule voie d'observation qui permet d'identifier les structures, les substructures de l'organite. Alors la mitochondrie, comme tous les organites, se trouve donc dans la cellule. Elle a une forme bactérioïde de 0,5 à 1 micromètre de diamètre et qui peut varier quantitativement en longueur. Elle peut former un réseau très important de plusieurs micromètres de long en fonction des besoins énergétiques de la cellule du tissu. Alors qualitativement et selon leur localisation, elles peuvent avoir au niveau de leur membrane interne plusieurs formes. Cette forme peut être la forme lamellaire, qui est la plus courante, qu'on retrouve aussi beaucoup donc, dans les muscles. On peut trouver une forme moins importante, qui est une des formes minoritaires, la forme tubulaire, à droite, qui est rencontrée principalement dans les cellules qui assurent la stéréoidogénèse. Et par l'observation donc de cette structuration de la mitochondrie, avec les inclusions lipidiques et un réticulum endoplasmique lisse abondant, eh bien vous êtes sûr d'être dans une cellule qui intervient dans la stéroïdogénèse. De manière moins visible, mais dans d'autres cellules comme les astrocytes, eh bien, les membranes internes formant les crêtes montrent des triangulations, et c'est tout à fait notable et tout à fait spécifique de la cellule astrocytaire. Alors ces crêtes peuvent coexister dans la même mitochondrie, évoluer avec les types cellulaires, avec les conditions physico-chimiques environnementales, notamment le stress oxydatif généré par la température, l'accumulation des ROS et les variations microbiologiques. Alors ces mitochondries possèdent une double membrane, stigmate de l'endosymbiose eucaryote-procaryote. Cette double membrane permet de discerner une membrane externe, une membrane interne qui décrit donc les fameuses crêtes mitochondriales qu'on a pu déjà introduire, et elles vont délimiter ces membranes donc des espaces. Le premier espace qui se trouve entre la membrane externe et la membrane interne est l'espace intermembranaire, l'espace circonscrit par la membrane interne et la matrice. Alors, pour la membrane externe tout d'abord, donc au niveau du schéma, vous trouvez ici, au niveau des micrographies, c'est le liseré qui est le plus externe au niveau de ces mitochondries. Alors, la composition lipidique de la membrane externe lui permet d'être perméable à toutes les molécules de 5 kilodaltons ou moins. Et ceci grâce à la présence de porine. Elle contient aussi, cette membrane externe, des translocases, des transporteurs protéiques impliqués dans l'import des protéines. Ce sont les TOM, Translocase of the Outer Membrane. La composition lipidique de la membrane interne, cette fois, est très particulière. Elle contient une majorité de phosphatidylcholine et de cardiolipine qui la rend complètement imperméable aux ions. Dans cette membrane, on trouve la chaîne respiratoire, transporteur d'électrons, l'ATP synthase et de nombreux transporteurs qui assurent notamment le passage d'éléments comme le pyruvate, les acides gras, l'ATP, l'ADP. Elle contient aussi des translocases qui sont appelées les TIM,
translocase of the inner membrane, cette fois, et qui vont être extrêmement importantes pour l'import de protéines dans la matrice. Ces TOM et ces TIMP peuvent s'associer pour transloquer, en fonction des signaux d'adressage, les protéines provenant donc du cytoplasme. Ces protéines possèdent des séquences qui sont les séquences MTS pour Mitochondrial Targeting Sequence. Et ces séquences sont extrêmement importantes pour la localisation optimale des protéines au sein de la mitochondrie, protéines qui sont là pour la plupart synthétisées à partir du génome nucléaire. Alors, au niveau des espaces, l'espace intermembranaire. Cet espace intermembranaire contient donc des petites molécules, une composition qui est très proche du cytosol. Elle contient aussi le cytochrome C, qui est une petite hémoprotéine, encore protéine AM, associée de manière inconstante à la membrane intermitochondriale. Cette protéine, qui est semi-soluble, à l'inverse des autres cytochromes, est un composant qui est essentiel de la chaîne respiratoire. C'est un opholite redox, il est capable de subir oxydation et réduction. Il n'a pas de liaison avec l'oxygène, mais il va transférer les électrons entre les complexes 3 et 4 de la chaîne phosphorylation oxydative. Par ailleurs, ce cytochrome C induit l'apoptose lorsqu'il se trouve dans le cytoplasme. Il déclenchera alors une cascade de réactions qui va aboutir à l'activation des caspases, qui sont les protéines directement responsables du phénomène apoptotique et qui sont notamment aussi qui interviennent dans la création de l'apoptosome, qui va aboutir donc à la mort programmée de la cellule. En ce qui concerne l'espace, cette fois donc central, matriciel ou la matrice, il contient les molécules d'ADN mitochondriaux circulaires qui portent donc une partie du matériel génétique. Donc il se trouve ici dans la matrice. C'est la partie infime donc, qui complète finalement l'ADN génomique. Il est capable de s'incorporer d'ailleurs dans le matériel nucléaire par transfert vertical au cours de la division des cellules. On verra ça donc, notamment dans les pathologies. Elle contient aussi, cette matrice, les molécules d'ARN mitochondriaux, d'ARN de transfert, les mitoribosomes et toutes les enzymes qui sont impliquées dans la réplication, la transcription, la traduction de l'ADN mitochondrial. Cette matrice contient aussi des granulations denses qui sont des accumulations de cations, surtout du calcium et du magnésium. En cela, la mitochondrie est une réserve extrêmement importante de calcium et de magnésium. Elle contient aussi les enzymes de l'oxydation, de l'acide pyruvique, de la bêta-oxydation des acides gras, des enzymes du cycle de Krebs et des transporteurs NADH et NADPDH qui permettent donc le transport électronique. En ce qui concerne le peroxysome, ce peroxysome est une vésicule dont l'enveloppe est constituée d'une bicouche phospholipidique et de protéines membranaires spécifiques du peroxysome. La matrice du peroxysome est elle aussi spécifique et contient de nombreuses protéines, dont de nombreuses enzymes telles que les peroxydases. On a parlé de la catalase tout à l'heure. Alors la morphologie de ces peroxysomes est dépendante de l'espèce dans laquelle on travaille, car ce sont aussi des organites qui permettent la détoxication, et la détoxication est très différente d'une espèce à l'autre, y compris les espèces de mammifères. Alors,
En fonction de l'arsenal enzymatique de détoxication, eh bien, on va pouvoir trouver dans ces peroxysomes un nucléoïde, donc dans la matrice, ou un cristal, et une plaque marginale ou non. Alors, voyons un petit peu donc les différents assemblages qu'on peut avoir. Néanmoins, tous ces peroxysomes sont richement représentés dans les tissus qui sont les tissus qui assurent la détoxication, qu'on appelle aussi les tissus filtres, comme le foie et les reins. Donc on a parlé des hépatocytes, on a parlé aussi du néphron tout à l'heure. Globalement, ce peroxysome fait de 0,1 à 1 micromètre dans la cellule. L'arsenal protéique de la membrane lui confère justement les propriétés d'assemblage et de désassemblage. J'avais introduit l'organite tout à l'heure comme étant un organite réplicatif capable de fission et de fusion. Alors, les peroxysomes chez l'homme sont les plus difficiles finalement à observer, à détecter, même en microscopie électronique à transmission, car sont des organites vésiculés qui ne contiennent ni plaque marginale, ni nucléoïdes. Ils sont donc mis en évidence grâce à l'utilisation des techniques anticorps couplées aux billes d'or, qui sont elles-mêmes donc dirigées contre les protéines de la matrice ou les protéines de l'enveloppe. Deuxième type de peroxysome, ici au centre, sont les types 3, qui sont des peroxysomes qui contiennent un cristal, qu'on rencontre souvent chez le rat, chez les rats et certains murins, où on peut observer donc au centre de la vésicule, dans la matrice, cette densification aux électrons qui permet de différencier notamment le peroxysome du lysosome. Enfin, chez les primates, chez le singe, vous observez le peroxysome de type 4 avec cette fameuse plaque marginale qui est adossée à la face interne de la membrane de la vésicule. Alors, ces peroxysomes sont caractérisés par différents types de protéines. Protéines de l'enveloppe. 3 grands groupes de protéines de l'enveloppe caractérisent le peroxysome. Tout d'abord, les protéines de la famille protéique ABC. Ces transporteurs, donc ABC, assurent le transport cytosol-matrice peroxysomale. On détermine 4 types de transporteurs, ABCD1, ABCD2, ABCD3, ABCD4, pas très difficile à retenir. Et ces transporteurs sont essentiels pour notamment le transport des acyl-CoA à très longue chaîne et les acides gras monoinsaturés. De ce fait, les mutations délétères de ces transporteurs vont aboutir à une dysfonction dans le transport et la gestion de ces acides gras à très longue chaîne et monoinsaturés, notamment la mutation d'ABCD1 cause l'adrénoleucodystrophie liée à l'X, qui est une maladie qui aboutit à la dégénérescence du système nerveux central. Deuxième famille qui sont notamment importantes, c'est la famille PEX qui permet... La famille PEX, ce sont les peroxines. Les peroxines qui permettent l'amarrage ou le docking de protéines au niveau du versant externe de la membrane du peroxysome, notamment les protéines PEX13 et PEX14 qui interviennent justement dans l'interaction avec les ligands PEX5 et PEX7.
Les protéines d'assemblage et de désassemblage du peroxysome, et notamment, je vous demanderai de retenir le PEX3, PEX19 et PEX16, qui sont les protéines, les peroxynes qui sont les très conservées entre les espèces. Et enfin, les protéines de recyclage des chaperonines, des chaperones, qui sont donc des protéines qui donc assurent des transferts donc entre le cytosol et la matrice. Le troisième groupe est un groupe de protéines qui intervient cette fois dans la reconnaissance du peroxysome lorsque ce peroxysome est sénescent et qu'il doit être dégradé. Ce sont les protéines de mort du peroxysome, et ce troisième groupe induit l'autophagie du peroxysome. Au niveau des autres protéines associées au peroxysome, d'autres protéines doivent être considérées, les protéines internes, protéines matricielles du peroxysome, qui lui permettent d'avoir donc des fonctions particulières, les fonctions peroxysomales. Ces protéines donc sont très nombreuses. Simplement vous demander de retenir les fonctions peroxysomales dans lesquelles elles interviennent. Tout d'abord, l'homéostasie des lipides, donc par oxydation de ces lipides, des acides gras à longue chaîne et à très longue chaîne. La conversion du cholestérol en sels biliaires. Enzymes qui interviennent dans la biosynthèse des plasmalogènes, qui sont des phospholipides qui sont largement retrouvés au niveau du cœur et du cerveau. Ils assurent la respiration, des enzymes qui assurent la respiration cellulaire. La biosynthèse du cholestérol, le métabolisme des acides aminés, des purines et quoi d'autre, la production et la dégradation du peroxyde d'hydrogène, bien évidemment, et l'hydroxylation des molécules. Donc beaucoup d'hydroxylase, de catalase, enfin de peroxydase, qui sont essentielles pour pouvoir assurer la totalité de ces fonctions. À côté de ces protéines internes, on détermine des protéines qui sont externes, mais non associées à la membrane plasmique. Ce sont des protéines qui sont des transporteurs cytosoliques, mais qui vont avoir une affinité avec les protéines de docking de la membrane. C'est notamment, donc je vous l'ai dit, PEC5 et PEX7, la peroxyne 5 et la peroxyne 7. Ces peroxyne 5, cette peroxyne 7 sont capables de reconnaître les boîtes spécifiques des protéines qui doivent avoir une localisation dans la matrice ou dans la membrane donc des peroxysomes. Ces protéines, toutes les protéines peroxydosales, contiennent donc des motifs de targeting, d'adressage au peroxysome. Il y a deux motifs qui doivent être connus. Le motif PST1 et le motif PST2. PST1 est reconnu par PEC5, PST2 est reconnu par PEC7. Les protéines qui contiennent donc les PST sont donc transportées et adressées au peroxysome grâce à ces motifs. Enfin, toujours de façon externe, vous devez retenir qu'il existe aussi des protéines qui permettent la scission du peroxysome, et notamment la dynamine et l'HSP40.
La biogenèse, donc la mitochondrie tout d'abord. Donc la mitochondrie, à savoir, hein, est une transmission maternelle. Elle est transmise grâce à l'ovocyte. Et dans l'ovocyte, et au cours donc, de l'ovogénèse, cet ovocyte va subir de grandes modifications permettant sa sélection. Tout d'abord, le cytoplasme de l'ovocyte va subir donc, une croissance phénoménale, hein, va passer d'un diamètre de 30 à 120 micromètres, et il va accumuler un grand nombre de substances, et son contingent mitochondrial, son chondriome, va aussi lui-même évoluer de façon drastique. Ayant subi une forte restriction, il va subir lors donc, de la croissance une amplification intense. Donc les cellules souches, les ovogonies, hein, contiennent au départ qu'une seule dizaine de copies d'ADN mitochondrial et quelques mitochondries, alors que les ovocytes mûrs vont en contenir plusieurs dizaines de milliers de mitochondries avec plusieurs centaines de copies à l'intérieur. Donc il va se produire une expansion clonale à partir d'un très petit nombre d'ADN mitochondrial sélectionnés, ce qui va permettre à l'ovocyte de transmettre à un nouvel individu une population qui est plus ou moins homoplasmique de l'ADN mitochondrial. Ce goulot génétique permet notamment d'éliminer les formes qui sont rares, mutées, et qui peuvent néanmoins sélectionner des ADN mitochondriaux qui sont mutés, ce qu'on appelle la fixation de mutation, et qui va occasionner une dérive génétique. Cette transmission particulière, hein, de l'ADN mitochondrial est notamment extrêmement importante pour l'étude des lignées humaines, hein, des migrations d'Homo sapiens et la mise en évidence d'Ève fondatrice. Cet ADN mitochondrial, hein, est un ADN, n'oublions pas, circulaire, qui est un épisome, hein, à l'instar de ce qu'on peut voir chez la bactérie. Et donc, elle, de par sa répartition et sa production au cours donc, de cette sélection, elle peut avoir une représentation tout à fait différente chez un individu par rapport à un autre individu. Alors, au niveau, cette fois, donc, somatique, hein, on décrit un cycle donc, de production, finalement, donc, de la mitochondrie, qui donc est indépendante de la mitose, hein. La mitochondrie est capable de fusionner, surtout lorsqu'elle a besoin d'énergie, lorsqu'elle est sollicitée, lorsque la cellule est sollicitée pour pouvoir donc, assurer sa fonction. Elle est donc dans un réseau anastomosé, surtout en G1 et en G1S. Elle commence à se fragmenter, ce chondriome cellulaire commence à se fragmenter au niveau de la fin de S, hein, pour être individualisé sous la forme de mitochondries, comme vous l'entendez, surtout dans la phase M. Ces mitochondries sont capables à nouveau donc, de fusionner ou de s'individualiser pendant G0, c'est-à-dire pendant la sénescence ou la quiescence. Et elle est détruite, hein, sous forme individuelle, toujours par autophagie.
Alors l'ADN mitochondrial qui se trouve à l'intérieur et qui assure la semi-indépendance de la mitochondrie est un épisome circulaire de 16 569 nucléotides comprenant 37 gènes qui codent pour 13 polypeptides. Ces 13 polypeptides qui sont générés par l'ADN mitochondrial interviennent tous dans la chaîne de phosphorylation oxydative. Et c'est cette chaîne de phosphorylation oxydative qui est notamment utilisée, en tout cas la fonctionnalité de cette chaîne qui est utilisée pour notamment sélectionner les ovocytes pour la fécondation in vitro et le transfert d'embryons. Alors, il contient cet ADN mitochondrial donc, des origines de réplication, de l'ADN qui code pour l'ARN ribosomique, qui va être incorporé dans la formation de mitoribosomes. Il code pour les ARN de transfert. Et il code aussi donc pour le complexe 1, le complexe 3, le complexe 4, le complexe 5 de la chaîne de phosphorylation oxydative et de l'ATP synthase. Donc c'est cet ADN-là qui est donc muté, qui peut être muté. Il a aussi comme particularité d'accumuler pas mal de mutations car il y a très peu de mécanismes de vérification de lecture au cours de la réplication de cet ADN. Vous noterez aussi que le code génétique pour l'ADN mitochondrial est dégénéré par rapport au code génétique nucléaire. Alors cette biogénèse donc, comprend un mécanisme de fission, vous l'avez compris, et de fusion. Alors les mécanismes de fusion, de fission, pardon déjà, donc de fragmentation, s'établissent donc particulièrement, je vous l'ai dit, donc en phase M et en phase G0, qui est sans sénescence. Ces divisions mitochondriales donc, succèdent à la réplication de l'ADN mitochondrial. Elle nécessite, à l'instar de ce qu'on a pu, de ce qu'on verra aussi pour le peroxysome, la dynamine qui se fixe sur la membrane externe de la mitochondrie, forme des oligomères de dynamine qu'on appelle aussi les anneaux de dynamine, et avec l'utilisation d'énergie, cet anneau se transforme en vésicule de scission qui embarque la membrane externe mitochondriale et qui permet la fermeture de la striction générée et la séparation des mitochondries. Pour la fusion mitochondriale, le mécanisme est extrêmement différent. Il s'établit plus particulièrement, donc ce mécanisme de fusion en phase G1 et surtout G1S. Il nécessite énormément de GTP. Et il nécessite aussi plusieurs types de protéines qui vont utiliser ce GTP. Tout d'abord, les protéines qui sont localisées au niveau de la membrane externe, ce sont les mitofusines, mitofusine 1 et 2. Ces mitofusines 1 et 2, liant le GTP,
eh bien, sont capables d'établir donc des liaisons, de former des hétérodimères qui permettent de rapprocher les membranes externes de mitochondries et ainsi de faire fusionner les membranes externes. Deuxième protéine extrêmement importante dans cette fusion, c'est la nécessité de présence de OPA1 qui se trouve quant à elle sur la membrane interne mitochondriale et qui, pour pouvoir être effective, doit elle aussi s'associer au GTP. Cette fusion secondaire de la membrane interne permettra donc de transformer les deux mitochondries en une seule et de part en part, elles vont donc former le réseau mitochondrial, encore appelé dans sa forme la plus globale le chondriome. Pour le peroxysome, la biogénèse est un petit peu différente. Elle s'établit à partir du réticulum endoplasmique granaire et notamment dans la partie distale de ce réticulum endoplasmique granaire. La production donc du peroxysome commence par donc une émancipation, un allongement donc du reg. Et cet allongement va s'associer avec les peroxines, donc les protéines membranaires du peroxysome, dont la production, dont la synthèse est faite dans le cytoplasme. Cette association va aboutir au bourgeonnement et à la striction donc du pro-peroxysome. Et lorsque la totalité des peroxynes membranaires seront donc dans la membrane du pro-peroxysome, eh bien le peroxysome va se dissocier, se désolidariser du reste du réticulum endoplasmique et commencer sa maturation par l'import des protéines matricielles qui, elles aussi, ont été synthétisées dans le cytosol. Désolidarisé du réticulum endoplasmique, le peroxysome mature pourra, en fonction donc de l'accumulation de phospholipides de la membrane plasmique et l'accumulation des peroxynes, se disloquer, se scinder grâce à la dynamine en plusieurs peroxysomes, assurant ainsi une propagation et un développement très important de l'appareil peroxysomal de la cellule et d'un tissu. Ces organites, je vous l'ai promis, donc interviennent dans des pathologies. Première pathologie qu'on doit donc aborder sont les mitochondropathies, qui sont principalement ici les altérations de la chaîne de phosphorylation oxydative. Il est nécessaire strictement donc d'avoir, pour pouvoir assurer la production d'ATP, donc la fonctionnalité de cette chaîne de phosphorylation oxydative sans gène, avec donc 13 gènes, je vous l'ai dit, codants, qui sont les gènes mitochondriaux. Donc le reste des gènes, donc les 87 autres, eh bien, sont des gènes nucléaires. On a donc des expressivités, des pénétrances et des phénotypes délétères qui sont très variables en fonction des gènes qui sont touchés par les mutations. Les schémas de transmission donc, vont dépendre du gène qui sont délétères. On discerne donc des mitochondropathies à des transmissions autosomiques récessives, autosomiques dominantes, une transmission maternelle purement donc due à une délétion de l'ADN mitochondrial, ou encore
donc des transmissions qui sont nouvelles, transmissions de novo. À gauche, vous avez donc la cartographie de la différentes mutations qui sont répertoriées, ils sont très nombreuses, plus de 200. Et à droite, vous avez le schéma de transmission typique de justement les mutations de l'ADN mitochondrial. Alors ces mitochondropathies vont directement avoir un impact sur tous les organes, le muscle, le cœur, le système nerveux central, les voies neurosensorielles, le système nerveux périphérique, les systèmes endocriniens et les autres tissus. Vous retiendrez cette diapositive que, notamment au niveau du muscle, crée des ophtalmologies avec ptosis, au niveau du cœur, des troubles de conduction. Les ataxies cérébelleuses avec ou sans accident ischémique. Pour les voies neurosensorielles, surdité de perception. Et surtout au niveau donc, du système endocrinien, des diabètes. Alors ces mitochondries, elles ont aussi la possibilité de s'insérer dans l'ADN génomique. Plusieurs insertions sont possibles, avec ou sans rapatriement de l'ADN, en tout cas de la mitochondrie. Donc la mitochondrie peut être lysée et l'ADN mitochondrial peut être donc incorporé. Elle peut aussi passer par un système vacuolaire, et, enfin plutôt vésiculaire, elle peut aussi s'associer directement lors de son autophagie. J'abuserai pour vous simplement vous proposer ici les deux grands groupes de pathologies des peroxysomes que je vous demande de retenir. Donc les défauts de biogénèse des peroxysomes, dans lesquels on trouve le groupe Zellweger et le syndrome RDCP1, et les déficits isolés des fonctions peroxysomales, c'est-à-dire les mutations des enzymes qui sont et qui interviennent dans la matrice. Je vous remercie de votre attention.